Bonjour, bienvenue dans la suite de la philosophie bouddhiste. On va essayer aujourd'hui de poursuivre ce qu'on a fait par rapport aux généralités. Maintenant qu'on a vu le gros morceau des phénomènes spécifiquement caractérisés et les phénomènes généralement caractérisés, ça va nous aider un petit peu à comprendre un peu mieux des distinctions qu'on a toujours du point de vue du Sautrantika qui suit le raisonnement. Donc c'est l'école qui est très utile pour la tradition indo-tibétaine, pour comprendre les bases de la philosophie bouddhiste. Bien sûr, c'est uniquement les bases. Ensuite, il y a des choses qui vont être gardées dans les autres écoles philosophiques plus abouties, plus avancées, et il y a des choses qui vont être modifiées, voire même carrément réfutées. Donc c'est pourquoi il est très utile de d'abord comprendre ces points de vue extrêmement fondamentaux de la philosophie bouddhiste pour ensuite gravir les échelons jusqu'à un point de vue beaucoup plus avancé. Très bien, donc on va essayer de continuer. Là, c'est toujours le Yongzin Dura, c'est toujours le compendium de thèmes pour débattre de Yongzin Purwuchok. Et donc, on avait déjà vu ça. Il disait, donc, dans notre système, donc justement dans ce système-là qui est évoqué, le Sautrantika qui suit le raisonnement, qui se fonde principalement sur les traités de logique et d'épistémologie d'Acharya Dharmakirti, il dit il y a la définition d'une généralité, chi en tibétain ou samanya en sanskrit, parce que phénomène qui recouvre ces manifestations et cela, et cette définition d'une généralité. Donc il faut que ça existe, il faut que ce soit un phénomène, et ça doit imprégner ou recouvrir ces manifestations ou ces différentes instances. Ensuite, il dit, quand on effectue une division terminologique des généralités, elles sont de trois types. Donc une division terminologique, ça veut dire que l'un ou l'autre des membres d'une division n'est pas vraiment ce qu'on entend dans cette division. Ça veut dire que dans ces trois types, certaines ne sont pas vraiment des généralités. Donc généralité de classe, c'est ça en fait ce qu'on appelle vraiment une généralité, ou une catégorie, c'est pareil. Une généralité de sens et une généralité de collection. Donc on va les voir aujourd'hui une à une, pas à pas. Bien sûr, c'est plus facile si vous suivez les vidéos dans leur ordre. Il y a un numéro à chaque vidéo, philo 1, philo 2, etc. Psychologie 1, psychologie 2, etc. Donc en fait, pour que ce soit plus clair, certaines notions sont indiquées avant pour que par la suite, ce soit plus facile d'appréhender ce qui est mentionné. Donc normalement, on a déjà vu les généralités de classe, on a déjà essayé de débattre par rapport à généralité et instance, combien de possibilités y a-t-il entre généralité et instance, ou quelle différence y a-t-il entre les deux. Donc on avait vu qu'il y avait 4 possibilités entre généralité et instance. Donc là c'est pareil, je vous invite à revoir certaines vidéos, voir ou revoir celles qui parlent des comparaisons entre les différents phénomènes pour essayer d'examiner ces relations logiques qui sont très utiles pour essayer de raffiner notre raisonnement, d'aiguiser notre faculté de discernement. Ok, donc on va voir d'abord la généralité de classe, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, par exemple, on a ici chose. Chose, c'est une généralité et c'est une généralité de classe. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a différentes instances. Par exemple, une table est une chose, une mangue est une chose, etc. Donc, la définition d'une généralité de classe, c'est un phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles. Donc, on avait déjà vu ça précédemment, quand on a vu les instances et les généralités. Donc, Ritchen, en tibétain, c'est ce qui possède sa classe, ce qui possède une catégorie. Donc, ensuite, quand on parle de Vishesha en sanskrit, pour Jedak en tibétain, une instance, c'est plus facile de le comprendre. Mais déjà ici, dans la sémantique du terme Ritchen, on comprend déjà que c'est un terme qui renvoie
un phénomène qui est imprégné par une catégorie, par une classe, une généralité de classe. Ok, donc on avait vu précédemment qu'il fallait au moins 3 éléments. Donc ici, vous avez par exemple une particule insécable, parce que ces écoles acceptent les particules insécables. Le Madhyamaka et surtout le Madhyamaka, le conséquentialiste, le Prasangika Madhyamaka, n'accepte pas les particules indivisibles, mais dans les écoles du véhicule fondamental, elles sont mentionnées, elles sont acceptées. Donc des briques, des personnes, etc. La planète Terre. Donc tout ça, ce sont des instances de la généralité chose. Donc quand on dit chose, on entend phénomène produit, etc. Très bien. Donc ensuite, on a la généralité de sens. Donc ça, c'est très utile pour les consciences conceptuelles, parce que ça concerne directement la conception. Si vous vous souvenez, dans la playlist sur la psychologie bouddhiste, on a essayé d'élaguer un petit peu certaines notions, on a essayé de présenter la différence fondamentale entre perception et conception. Et donc, c'est dans ces vidéos que sont mentionnés principalement les objets apparents des consciences conceptuelles. Et donc, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ça peut être un concept, une représentation mentale ou une généralité de sens. Donc, une généralité de sens. Pourquoi est-ce qu'on parle de généralité de sens? Parce que ça peut être aussi une généralité de son. Ça peut être un terme qu'on a à l'esprit, mais on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Et le sens, c'est le sens du terme. Donc, c'est la signification. Donc, on peut avoir un concept à l'esprit qui renvoie à un sens, à une signification précise. Et pourquoi est-ce que c'est une généralité? En fait, ce n'est pas vraiment une généralité, mais dans le sens où c'est un mix, un mélange entre l'objet qui apparaît à la conscience conceptuelle et une représentation mentale. Donc, il y a un mix entre tout ça. Et quand on pense à tasse, par exemple, à ce moment-là, on ne spécifie pas quel type de tasse il s'agit. Si on pense à plume, c'est pareil. Ou même si on pense à 7 plumes, à ce moment-là, ça peut être 7 plumes qu'on a vues hier, avant-hier, aujourd'hui, etc. Et donc c'est pourquoi dans notre conscience conceptuelle, il y a une forme de généralité d'un certain point de vue, une généralité de sens. Donc si on pense à peau, on aura la généralité de sens de peau. Donc ici, la définition qui est donnée, c'est ce facteur de surimposition qui apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas impôt à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Donc le facteur de surimposition, il n'est pas toujours mentionné. Ça peut s'arrêter simplement à nawa en tibétain. Et donc, ici, il est mentionné spécifiquement pour dire qu'en fait, la généralité de sens, le concept qu'on a d'un objet, euh, ça n'appartient pas à l'objet lui-même. C'est surimposé, c'est une surimposition. Jota en tibétain. C'est takpa, ça veut dire comment dire, imputé, c'est une imputation. Et dotak, c'est comme si on rajoutait, c'est comme si on rembourrait quelque chose, comme si on rembourrait une peluche, etc. Et donc on remplit. Et donc une surimposition, c'est ça en fait, c'est surimposer quelque chose qui n'appartient pas à l'objet. Donc l'imputation n'appartient pas nécessairement à l'objet, la surimposition n'appartient pas à l'objet lui-même. Et donc ça apparaît à la conscience conceptuelle qu'il appréhende comme étant l'opposé de ce qui n'est pas un pot. Donc ça, vous inquiétez pas, on le verra par la suite, on étudiera les phénomènes affirmatifs et les négations, et on comprendra ce que veut dire l'opposé de ce qui n'est pas ceci, l'opposé de ce qui n'est pas cela, etc. Donc en fait, c'est que à l'esprit, on a une représentation conceptuelle de pot, et cette représentation conceptuelle est l'opposé de ce qui n'est pas un pot. Donc ça nie tout ce qui n'est pas un pot. Et donc, qu'est-ce que ça affirme? Un pot, nécessairement. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle anyapoha en sanskrit, c'est l'exclusion.
c'est la conscience conceptuelle fonctionne par exclusion. On exclut tout ce qui n'est pas cet objet. Et donc, c'est le seul moyen d'avoir une certaine empreinte de ce à quoi ressemble cet objet. Parce que si la conscience conceptuelle fonctionnait par affirmation, ça voudrait dire qu'il faudrait connaître tous les pots qui existent dans l'univers pour pouvoir avoir une image mentale correcte de ce qu'est un pot. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la seule façon d'avoir clairement à l'esprit la représentation conceptuelle de pot, c'est d'éliminer tout ce qui n'est pas cela, d'éliminer tous les non-pots. Et donc c'est pourquoi la conscience conceptuelle appréhende un pot comme étant l'opposé, c'est quelque chose qui apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas un pot. On y reviendra quand on va étudier la psychologie bouddhiste et qu'on étudiera les inférences, les consciences conceptuelles, etc. On y reviendra. Là, c'est juste une présentation assez générale. Très bien. Il y a une autre définition qui est assez intéressante. Donc c'est toujours un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Donc là, c'est plus qui apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas un pot, c'est bien qu'il n'est pas un pot, apparaît comme étant un pot. Par exemple, quand vous pensez à vos chaussettes, vous n'avez pas vos chaussettes dans l'esprit, dans la tête, dans votre cerveau. Vous avez la représentation conceptuelle de vos chaussettes. Et donc, cette représentation conceptuelle donne l'apparence d'être les chaussettes. Bien sûr, personne ne se dit que le reflet des chaussettes dans un miroir est lui-même les chaussettes. Personne ne se dit ça, sinon ce serait une cognition fausse, on serait complètement à côté de la plaque. Si on disait l'image des chaussettes que j'ai dans l'esprit, c'est mes chaussettes, à ce moment-là, on aurait une cognition fausse, on serait totalement à l'ouest. Donc c'est pourquoi personne ne conceptualise, personne n'adhère au fait que l'apparence soit en accord avec la réalité. Personne n'accepte que la représentation mentale d'un pot soit le pot lui-même. Mais il n'empêche que même si on ne le conçoit pas, même si on n'adhère pas au fait que l'image du pot soit le pot, malgré tout, cette représentation conceptuelle donne l'apparence d'être un pot, ou cette représentation conceptuelle des chaussettes donne l'apparence d'être des chaussettes. Donc c'est là où il y a quelque chose de distordu dans la conscience conceptuelle, c'est une cognition erronée parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. L'objet apparent donne l'impression d'être l'objet d'engagement, mais n'est pas cet objet d'engagement, n'est pas l'objet que comprend notre esprit. Donc c'est là où il y a ce facteur de distorsion fondamentale dans la conscience conceptuelle. C'est pourquoi toutes les consciences conceptuelles sont des consciences erronées. Donc ça, on l'a vu aussi dans le début de la psychologie bouddhiste. Très bien. Et donc ça fonctionne pour toutes les consciences conceptuelles. Qu'est-ce que veut dire une conscience conceptuelle? Alors si vous vous souvenez, quand on avait vu l'explication par rapport à la perception directe dans la psychologie bouddhiste, on a ces deux généralité de sens et généralité de son, qui sont susceptibles d'être mêlées. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le son et l'image. On peut avoir les deux en même temps. On peut avoir le terme lui-même et ce à quoi renvoie ce terme à l'esprit. Et donc c'est pourquoi la définition d'une conscience conceptuelle, une cognition qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlées. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment quand on a essayé de voir comment la perception directe est libre de conceptualisation. Ce n'est pas une conscience conceptuelle. Et donc c'est ce qu'on avait essayé de voir. C'est juste une petite révision là qu'on est en train de faire si vous avez déjà suivi certaines vidéos dans la playlist d'à côté. Très bien. Donc ça fonctionne pour un pot. Ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Très bien, ça fonctionne. Pour la table, c'est pareil, généralité de sens de table. Vous pensez à une table.
qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Le reflet conceptuel de la table et pas la table, bien sûr. Le facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Là, ça se complique. Si on parle d'une généralité de sens d'existant, si on pense à existant, l'ensemble existant, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait le facteur de surimposition toujours qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende, avec 2 points d'interrogation. Et donc, là, ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on peut dire que ce concept n'existerait pas? C'est vrai que personne ne pourrait penser à existant. Vous ne pourriez pas en ce moment penser à existant. Je ne pourrais pas penser à existant, puisque le concept ne serait pas existant, apparaît comme existant, mais bien que n'étant pas existant. Donc ça, c'est intéressant, c'est un point de débat. Donc je vous laisse y réfléchir, je ne vais pas vous donner la réponse. On y retournera plus tard. Maintenant, on a la troisième division terminologique des généralités, une généralité de collection. Donc la définition d'une généralité de collection, une forme grossière constituée de plusieurs parties assemblées. Donc c'est une forme grossière, forme, pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, c'est équivalent avec matière. Donc bien sûr, les deux n'ont pas la même définition, mais c'est équivalent. Si c'est de la forme, c'est de la matière. Si c'est de la matière, c'est de la forme. Donc c'est une forme grossière. Donc là, il y a une petite difficulté par rapport à où s'arrête le grossier, où commence le subtil. Là, c'est pas facile à déterminer. Mais on va voir qu'un arbre, par exemple, c'est une généralité de collection, parce que c'est en effet une forme grossière, associée à un principe vital, mais c'est une forme grossière, constituée de plusieurs parties assemblées. Ça correspond, on est OK. La planète Terre, c'est pareil, une forme grossière, encore plus énorme. Des briques aussi sont des formes grossières constituées de plusieurs parties assemblées, donc ce sont des généralités de collection. Une fleur est une généralité de collection. Et par exemple, vous pouvez aussi choisir 2 instances de généralité de collection. Vous les mettez dans un ensemble. Cet ensemble est aussi une généralité de collection. Vous prenez une forêt, par exemple, une forêt, c'est une généralité de collection. Elle est constituée de plusieurs arbres qui eux-mêmes sont constitués de plusieurs parties assemblées, etc. Une forêt, c'est une forme grossière constituée de plusieurs parties assemblées. Alors, il y a des débats là-dessus, parce que certains vont dire qu'une forêt, c'est simplement désigner, que les arbres existent vraiment, mais que la forêt, c'est notre conception qui va désigner le terme forêt en dépendance de plusieurs arbres. La forêt n'existe pas vraiment d'un certain point de vue. Donc, il y a des débats là-dessus. Mais on pourrait très bien dire pourquoi pas, puisque un arbre est une forme grossière, plusieurs arbres sont d'autant plus une forme grossière. Pourquoi pas? Donc, on peut débattre là-dessus. On peut avoir un tas de briques et une fleur, c'est pareil. L'ensemble des deux, c'est aussi une collection, une généralité de collection, parce que c'est aussi constitué de plusieurs parties assemblées, cet ensemble des deux. Donc on peut avoir soit un élément discret, soit 2 éléments, et on a de toute façon quand même une généralité de collection. Dès l'instant où c'est matériel et que c'est suffisamment grossier. Par exemple, on ne peut pas dire qu'un continuum de conscience soit une généralité de collection. C'est un continuum, donc c'est la collection de plusieurs instances qui se suivent, des instants de conscience, de clarté cognitive. Un continuum est une collection, mais ce n'est pas une généralité de collection. Un continuum de conscience est une généralité. Un continuum de conscience est une collection, mais un continuum de conscience n'est pas une généralité de collection, parce que ce n'est pas une forme grossière. Donc c'est là où on voit certaines subtilités de la philosophie bouddhiste. C'est très très intéressant pour essayer vraiment de développer notre faculté de discriminer, c'est très intéressant, pour identifier les phénomènes, la réalité, comment est-ce que notre réalité existe, etc. C'est pas si simple, c'est pas si simple. Parfois on aurait tendance à avoir une vision un peu simpliste du bouddhisme en se disant on est bouddhiste, on est simplement un petit peu cool, on sourit à tous les gens, etc.
mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le bouddhisme, il y a un arsenal de réflexion, de raisonnement, etc. C'est magnifique, c'est très, très intéressant. Bien sûr, ça doit aboutir à une grande simplicité. Ça doit aboutir à une réalisation de la façon dont les choses existent, et cette réalité doit avoir une certaine, comment dire, une certaine simplicité d'un certain point de vue. La réalité n'est pas si compliquée, la réalité ultime. Mais tout ce qui est conventionnel, là, c'est plus complexe. Donc ça, bien sûr, je suis en train de parler du point de vue de la philosophie la plus avancée. Mais là, si on revient au Sautrantika, la réalité est assez complexe. La réalité, les vérités ultimes, les phénomènes impermanents, etc., ont certaines complexités. Très bien. Donc, par exemple, une forme corporelle, c'est aussi une généralité de collection. C'est une forme grossière constituée de plusieurs parties assemblées. Ça correspond aussi. Très bien. Donc maintenant, la question du jour, c'est quelle différence y a-t-il entre généralité de classe et généralité de collection? Donc, normalement, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez qu'il y a plusieurs façons de comparer les phénomènes, soit l'équivalence, si c'est A, c'est nécessairement B, si c'est B, c'est nécessairement A. Vous avez la contradiction, A n'est nécessairement pas B, donc ce qui est A n'est nécessairement pas B, ce qui est B n'est nécessairement pas A. Donc ça, c'est la contradiction. Donc vous avez le choix, généralité de classe et généralité de collection, est-ce que c'est équivalent, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est trois possibilités? Donc si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, mais si c'est l'autre, c'est pas nécessairement l'un, et il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, donc A, B et C. Et quatre possibilités, ça veut dire qu'il y a une zone grise entre les deux, et là c'est la zone verte entre le jaune et le bleu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être les deux, quelque chose qui est l'un mais pas l'autre, quelque chose qui est l'autre mais pas l'un, et quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir et on y reviendra une prochaine fois. Suspense et à très bientôt.